Donc Maurice Bancel, le président fondateur d'Apsis, est avec nous. Bonjour Maurice Bancel. Alors, j'ai cité Beaugrenelle, mais à la limite c'est presque le plus petit par rapport à ceux qu'on va voir. Histoire incroyable, vous avez démarré en Pologne, hein, Maurice. Absolument, j'ai créé mon entreprise en 96 et à l'époque il y avait un moratoire sur les autorisations d'urbanisme commercial. Il fallait que je trouve un marché. Et donc je suis allé en Pologne avec ma petite valise et j'ai décidé de conquérir le développement de l'immobilier commercial dans ce pays. C'était à Łódź, je crois, c'est ça? Alors, j'ai fait mes premières opérations à Wrocław et Varsovie, puis après, j'ai fait cette grande opération à Łódź qui s'appelle Manufactura et qui a été décernée Grand Prix mondial de la rénovation urbaine. Donc, on en est très fiers. Parce que, il fallait absolument que vous fassiez des centres commerciaux. Vous ne pouviez pas vivre sans faire de centres commerciaux. En fait, mon métier, c'est l'immobilier commercial. C'est mon métier, c'est surtout ma passion. Ouais, et donc, si vous voulez, il fallait absolument que je trouve des opportunités de développement, mais des centres commerciaux qui étaient déjà de nouvelle génération, puisqu'on a implanté en Pologne en 1996 les premiers centres commerciaux, commerce et loisirs. Ça n'existait pas en France. On a été les pionniers également du développement de l'immobilier commercial dans le milieu urbain ou en centre-ville, comme Manufactura, dont vous venez de citer, qui est en plein cœur de ville, 27 hectares, 200 000 mètres carrés. Ouais. On a complètement sauvé cette ville. C'est le cœur de la ville, oui, absolument. C'est le cœur de la ville. Le cœur de la ville. 18% de taux de chômage. On a sauvé cette ville parce que des tas d'entreprises sont venues s'implanter dans cette ville quand elles ont vu la qualité de la réhabilitation de cette friche industrielle textile que nous avons rachetée, que nous avons redéveloppée. C'est ça une solution alors pour nos territoires, Maurice Bancel, ces fameux territoires là dont on nous parle à l'abandon? Je pense vraiment que l'avenir, si vous voulez, du développement économique et notamment de l'immobilier commercial doit se faire en milieu urbain, en centre-ville, de façon à ce que nos villes qui bénéficient d'un capital architectural formidable, ça correspond véritablement à notre mode de vie. Nous sommes des latins, nous avons une habitude de vivre dans la ville, nous sommes très attachés au lien social et on voit à quel point la période actuelle de crise sanitaire nous frustre terriblement dans ce domaine, le fait de ne pas pouvoir se rencontrer dans un restaurant, dans une salle de spectacle, etc. Et donc l'avenir, c'est véritablement de construire des quartiers mixtes, multifonctionnels, avec du logement, du bureau, recréer des éléments structurants de vie qui permettent, avec du commerce, de donner de la vie et de la dynamique à la ville. Et à ce moment-là, ça veut dire que le commerce de détail devient en fait partie prenante d'un centre commercial qui est en fait un cœur de ville. En fait, le mot centre commercial est à bannir, parce que si vous voulez... Non, mais vous gérez le cœur de ville comme on peut gérer aujourd'hui un centre commercial. C'est exactement ça. commercial. En fait, on reprend la philosophie qui a prévalu au développement de centres commerciaux en périphérie, on l'adapte au centre-ville et on crée un écosystème où vous pouvez habiter dans le quartier, travailler dans le quartier et consommer dans le quartier. Et cette consommation de surcroît, elle doit s'adapter aux nouvelles tendances de consommation actuelles. La crise est un accélérateur formidable des évolutions de tendances qu'on constaté depuis plusieurs années, mais la crise va accélérer ce processus et on pourra peut-être y revenir. Non, mais allons-y tout de suite, parce que moi, ce qu'on constate, c'est que les commerçants, le retail traditionnel, on va dire ça comme ça, vont payer un très très lourd tribut à cette crise. C'est une manière pour eux de se relancer, alors? Absolument. Alors vous avez des secteurs qui sont en crise, le textile, depuis 10 ans. Et la crise sanitaire n'a fait qu'accélérer ce processus. C'est-à-dire la consommation de marques de textiles ne correspond pas forcément aujourd'hui aux attentes des consommateurs. D'abord parce qu'on a tous nos dressings qui sont pleins de vêtements et que le but, si vous voulez, de racheter tout le temps et en permanence et de renouveler cette proposition n'est pas forcément la priorité. Regardez tous les sites de revente d'occasion, regardez l'économie sociale et solidaire qui est très importante aujourd'hui. Donc il faut, si vous voulez, surfer sur ces tendances et proposer aux consommateurs des nouveaux concepts qui soient complètement adaptés à ce type de tendance. Ça peut être du textile, mais du textile totalement réinventé. Totalement réinventé, et puis tous les autres secteurs d'activité qui sont aujourd'hui demandés par les consommateurs. Et c'est là où l'expérience du gestionnaire de centres commerciaux, on va le dire ça comme ça, peut aider en fait individuellement chacun des commerçants à trouver une voie, à trouver une manière de se réinventer, à trouver une manière d'événementialiser. Tout le monde me parle d'événementialiser le commerce. Absolument, c'est l'enjeu essentiel. Alors nous, notre entreprise, comme vous le savez, c'est une entreprise familiale. Nous sommes développeurs et investisseurs finaux de nos opérations, donc on a une vision long terme de nos projets. Et la seule
préoccupation de notre entreprise, c'est la réussite et l'intégration de ces projets parce que notre rentabilité, elle va s'inscrire dans la durée. Tout à fait. Et donc, ce qui est très important, c'est que les habitants, les citoyens auxquels nous nous adressons, les consommateurs, comprennent que ces projets sont faits pour eux et qu'ils puissent les approprier. Et à partir de là, il faut qu'on fasse des projets qui soient du sur-mesure et qu'on fasse véritablement des projets qui puissent durer de façon évidente. Ça passe par l'accord des maires, évidemment, massivement. Est-ce qu'ils sont d'accord quand Maurice Bancet va les voir et dit « Vous avez un centre-ville qui est en train de dépérir, confiez-le-moi et je vais vous le réinventer ». Est-ce qu'il dit OK? Alors, écoutez, on a un exemple récent et tout à fait d'actualité, qui est un projet, si vous voulez, formidable à Bordeaux. Alors, on va le voir. Allez-y, continuez. Alors, on va voir une image. Parce que moi, j'ai pas vu un centre commercial dans l'image de Bordeaux. Non, j'ai vu un parc. C'est l'antithèse d'un centre commercial. C'est totalement l'antithèse. Je vais vous expliquer l'historique. On le voit là, Maurice Bancet. Absolument. Voilà. Alors, ce projet a été inventé par notre entreprise en partenariat avec un établissement public qui s'appelle Euratlantique, qui a pour mission le développement de plus de 700 hectares sur 3 communes, Bordeaux, Floirac-Bègles. Et la gare TGV de Bordeaux-Saint-Jean a connu un succès formidable. La ligne TGV Bordeaux-Paris et Paris-Bordeaux en 2 heures, c'est tout à fait exceptionnel. Donc plus de 20 millions d'utilisateurs aujourd'hui avec des perspectives à 25 millions. Et devant cette gare, quand on sort devant la gare, on est extrêmement déçu parce que Bordeaux a connu une dynamique de revitalisation formidable sous l'égide de son maire Alain Juppé, le maire précédent. Et donc avec la requalification des quais qui est tellement prisée par les Bordelais, etc., etc. Et quand vous sortez de la gare, vous avez un quartier qui est véritablement paupérisé et donc une forme de déception très forte entre l'image réelle de Bordeaux et de sa revitalisation et la réalité. Et donc on a proposé à la municipalité de Bordeaux, à l'établissement public, de créer un nouveau quartier de 67 000 m² que vous voyez là, et avec comme principe, à partir du parvis de la gare, vous avez une rue piétonne de 600 mètres de long qui rejoint la Garonne. Et c'est la première fois qu'on réconcilie. Mais là, je vois que des arbres, Maurice, ils sont où les magasins? Où est-ce que... Alors, vous les avez sur la droite, c'est la partie, si vous voulez, urbanisée sur la droite. Ça, c'est l'aménagement des quais, la fin de l'aménagement des quais que nous allons financer, qui vont être bien sûr réalisés par l'établissement public dont c'est la mission en tant qu'aménageur, mais qui vont être réalisés jusqu'à la gare, parce que jusqu'à présent, ils s'arrêtaient 500 mètres un peu plus haut. Et donc, nous allons développer de part et d'autre de cet axe piéton, qui est une rue piétonne, un quartier piéton, avec une mixité totale. Qui colle parfaitement du logement, avec la nouvelle municipalité. Absolument. Vous avez presque devancé le vote. Ah non, mais alors, de façon évidente, si vous voulez, j'ai été amené à rencontrer la nouvelle municipalité, et notamment le maire, M. Urmic, et je lui ai présenté le projet, et je lui ai expliqué, si vous voulez, toute l'anticipation qui a été la nôtre, puisque nous avons déposé le permis de construire en 2019, et que tout ce que je lui ai dit, tout ce que contenait ce projet, était dans le permis de construire, que nous avions déposé avant même les élections municipales. Et il dit quoi? Il dit banco? Parce qu'a priori, les si vous voulez, dans un premier temps, ne connaissant pas forcément très bien le dossier, il avait été extrêmement hostile, notamment pendant une élection, pendant la période électorale. Et puis on s'est rencontrés. Je lui ai présenté le projet. Je lui ai présenté toute la démarche environnementale qui a été la nôtre et qui est extraordinairement vertueuse. C'est un projet qui, sur le plan architectural, est remarquable puisque dans toutes ses façades, nous utilisons la pierre, matériau très, très prisé à Bordeaux, la pierre blonde de Bordeaux. C'est un projet qui est totalement paysager, planté avec des rues piétonnes, des petites placettes, etc. Et donc, nous avons amendé le projet à la demande du maire sur certains points, réduction des places de parking, augmentation du volume de logement, etc. Et on s'est mis d'accord sur un processus commun de commercialisation du projet dans le cadre d'un comité d'enseigne où l'économie sociale et solidaire va être présente, où nous allons développer également des concepts qui ne se développaient qu'en périphérie, des concepts qu'on appelle city, dans le bricolage, dans le meuble, etc. On va en parler, et non, parce que je veux qu'on parle de beaucoup de choses. Donc, en gros, la réinvention du commerce passe par ce genre de projet. Mais vous avez aussi des retail parks. Alors, ça aussi, ça fait partie du... Ça, c'est le passé? Non, c'est pas tout à fait le passé. Le XXe siècle? C'est une façon aussi intelligente de requalifier des entrées de ville depuis les années 60. Alors ça, c'est Saint-Étienne, par exemple? C'est Saint-Étienne et c'est Style qu'on a inauguré au mois de septembre. Vous avez dans toutes les entrées de ville ou les routes nationales
une série de boîtes, bardages, si vous voulez, qui se sont développées souvent de façon un peu anarchique, directement par les distributeurs, qui pouvaient échapper au process des autorisations complexes d'urbanisme commercial sous la réserve que ce soit des boîtes isolées. Bon, ce modèle-là d'urbanisme est catastrophique pour nos villes. Et donc, nous, ce que l'on propose là, en termes de substitution, c'est de faire des projets structurés, des retail parks, donc ce sont des projets à ciel ouvert, où on relocalise toutes ces surfaces, si vous voulez, individuelles, dans des concepts totalement intégrés. C'est style 70 000 m² à l'entrée de ville de Saint-Étienne, sur un site qui était complètement pollué, qui est un ancien site de charbon, qui a vécu une période également industrielle. On essaie de s'occuper de la dépollution de ces terrains. Nous avons planté plus de 30 000 arbres et arbustes sur cette opération. Donc, on en a fait véritablement un jardin avec tout un espace piéton, des restaurants, des loisirs, du commerce. Et c'est un succès énorme. Et un maire de Saint-Étienne qui disait, comme ça, les gens vont plus à Lyon. Parce qu'en fait, c'était ça le sujet, finalement. Alors, il y avait une évasion commerciale de près de 40% de la zone de chalandise sur notamment Givors et Lyon. Et aujourd'hui, on peut vous dire, avec l'ouverture de Saint-Étienne, que nous avons inversé le processus et que c'est des Lyonnais qui viennent en fin de semaine. Je vous assure que c'est vrai. Quand on connaît les rapports entre les deux, absolument, les rapports historiques. On relève les plaques lyonnaises, mais de tous les autres départements limitrophes également. Et de surcroît, de manière très vertueuse, on a signé une association avec l'association de commerçants de Saint-Étienne, de façon Synthé Shopping, de façon à mettre en place des synergies entre Style et le centre-ville. On fait des campagnes de communication communes. Allez à Style, j'ai une image à Grenoble aussi. On va regarder parce que c'est aussi à l'entrée de Grenoble. Alors c'est sur la là on est en plein centre-ville de la deuxième commune de l'agglomération de Grenoble qui est Saint-Martin-d'Hères. Voilà, juste à côté. Saint-Martin-d'Hères, c'est 50 000 habitants. Et c'est surtout juste en face du campus universitaire, vous avez 40 000 étudiants et 15 000 chercheurs. Et là aussi, c'est de la réhabilitation d'anciens locaux industriels. Absolument. C'est une ancienne usine qui s'appelait Nerpic, qui appartenait au groupe Saint-Gobain, qui était une usine de turbines, qui a notamment participé à tout l'équipement des barrages qui ont été réalisés dans les années 60 dans toute la région. On a repris cette usine, on la réhabilite et on fait un ensemble de commerce, loisirs, restauration formidable, desservi par 2 lignes de tram. Donc, si vous voulez, c'est un site... Donc, la morale de tous ces exemples, Maurice Bancet, c'est il faut vous laisser, en fait, effectivement, concevoir des aménagements globaux et sortir de l'idée qu'on a, nous encore aussi, du grand centre commercial, boum, qui vient se poser comme ça, en périphérie de la ville. Si vous voulez, il faut être très, très conscient d'une chose. Le plus gros danger pour notre société aujourd'hui s'appelle le e-commerce. Il est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures par jour. Et donc ça, si vous voulez, vous n'êtes pas capable d'offrir dans les villes une offre concurrentielle où vous créez de l'émotion, vous créez de l'attractivité, vous créez des événements, vous créez des espaces de culture. On a créé un certain nombre d'espaces de culture dans nos projets avec des expositions d'artistes ou un partenariat avec la Cité des Sciences et de la Villette, etc. On est capable de faire des projets sur mesure. Les intérêts sont alignés entre l'investisseur final que nous sommes et les collectivités qui sont en face. Parce qu'on a une vision long terme. On n'a pas juste une démarche spéculative de faire une opération, de la revendre très vite et puis de partir. Donc nos intérêts sont alignés. C'est ce que les municipalités de plus en plus comprennent. Et il faut que ce soit des professionnels aguerris qui s'occupent de la problématique du commerce. Parce que le commerce, ça ne se décrète pas. C'est une science qui est très compliquée, qui est très difficile et sur laquelle, si vous voulez, l'expérience que nous avons cumulée depuis 25 ans, puisque nous existons depuis 25 ans, sur le plan national et international, nous permet aujourd'hui, avec des équipes dédiées, d'apporter des réponses complètement appropriées aux problématiques qu'on nous pose. Et elles sont toutes différentes. Je pense, alors, parce que c'est juste le mot lieu de culture qui met... Alors, c'est pas vous, mais je pense que ce qui a été fait à Marseille, juste à côté du Grand Musée de la Méditerranée, est sans doute aussi un symbole de la façon dont un quartier qui était en train de dépérir est totalement revitalisé et comment le mariage avec la culture, qui paraît pour certains une hérésie,
en fait, se fait de manière naturelle, spontanée, Absolument. calme. C'est presque un prolongement, finalement. Oui, c'était le commerce, la des culture de anciens notre vie, sites quoi. portuaires qui étaient complètement désertifiés et qui sont repartis en termes d'attractivité. Un mot quand même de la crise alors vous êtes assez optimiste d'ailleurs, hein, Maurice, vous me le disiez, vous pensez que le plus dur est passé. Mais à un moment, là, l'ensemble de ceux qui gèrent ces grandes surfaces commerciales s'est posé la question des loyers. Comment est-ce que vous avez géré ça? Comment est-ce que Apsys a géré cette période très particulière? Alors, la crise que nous traversons est une crise sans précédent. Je pense que c'est la plus grave crise économique du monde moderne. Je pense que ça sera inscrite dans les livres d'histoire dans quelques années, quand on aura un peu de recul, comme vraiment la crise la plus importante. Et donc, si vous voulez, je minimise pas ce que nous avons traversé en 2020, qui a été très violent, et ce que nous continuons malheureusement à traverser. Le seul élément positif, c'est l'arrivée des vaccins. Et cette arrivée de vaccins nous rapproche chaque jour qui passe de la fin du tunnel. Une fois que j'ai dit ça, il a fallu qu'on soit comment on a traité le problème de la crise et notamment de l'aide que nous avons apportée à nos commerçants. Si juridiquement nous avions raison au niveau des baux commerciaux que nous avions signés, où il était clairement prévu que le commerçant avait pris un risque d'exploitation et nous un risque d'investissement long terme, sur un plan éthique, il était insupportable de demander à nos commerçants, après avoir subi les gilets jaunes, les grèves à répétition, de prendre la totalité de la charge de la crise sanitaire. Et donc, comme toujours, comme nous sommes une entreprise privée, familiale, avec une fibre entrepreneuriale, on a mis au point un modèle économique équilibré, pérenne, qui consistait à dire à nos locataires, au cas par cas, il y a eu 2 mois de fermeture. On en prend 1 mois à notre charge. Vous en prenez 1 mois à votre charge que vous ne nous payez pas. Sur la période de réouverture, à partir du mois de mai, on a mensualisé les loyers. Nous avons procédé à des allègements de loyers jusqu'à la fin de l'année. Ces allègements de loyers et le mois qu'ils nous devaient, on l'a étalé sur 2021, voire 2022. Lorsqu'on a analysé les comptes d'exploitation des commerçants. Sur ces bases-là, nous avons signé 95% d'accords avec l'ensemble de nos commerçants de notre parc, et avec des lettres de remerciement, des SMS, des mails, nous disant qu'ils appréciaient le principe de responsabilité de notre entreprise, de les accompagner. Moi, je veux dire une chose, je n'ai rien de plus important, à part mes collaborateurs, que mes clients. C'est le fonds de commerce, la valeur d'une entreprise. Et vos clients, ce sont les commerçants. Et les clients, ce sont les commerçants. Absolument. Et donc, on s'est montré vertueux. On a continué au mois de novembre en suivant la recommandation gouvernementale, en annulant les loyers comme le gouvernement l'avait prévu, moins de 250 salariés, etc. Et puis, on va continuer, bien évidemment. Mais vous voyez, ça aussi, c'est quand même un travers de notre cher pays. C'est que big is beautiful, quand même. C'est-à-dire que c'est parce que vous avez 35 centres commerciaux, une surface financière importante, une gestion solide, que vous pouvez vous permettre de faire ça. Il faut des groupes puissants importants pour pouvoir justement passer ces chocs et pas être balayé. Alors, je veux dire, merci de nous considérer comme un groupe puissant important. Ah bah quand même, 35 centres... Non, d'accord, vous êtes en même temps, non, on est une boîte familiale. On a créé cette entreprise avec 0 equity au départ. On a, si vous voulez, depuis 25 ans, le modèle, c'est que depuis 25 ans, on n'a jamais distribué 1 centime aux actionnaires. Depuis 25 ans, on réinvestit en permanence la valeur créée dans l'entreprise, parce que la seule préoccupation des actionnaires familiaux de ce groupe, c'est la pérennité de cette entreprise, de ses emplois et de ses actifs. Et donc, fort du fait qu'on a été extrêmement précautionneux pendant 25 ans, on a eu les moyens, d'un côté, de faire ce geste de solidarité qu'on voulait faire auprès de nos clients, tout en respectant nos engagements financiers. Oui. Parce que, par ailleurs, on a financé toutes ces opérations avec un système bancaire, un système obligataire, et qu'il a fallu faire face à nos engagements, même si je dois souligner qu'aussi bien au niveau des banques qu'au niveau des obligataires qui nous ont fait confiance. Donc ceux qui détiennent votre dette. Ceux qui détiennent nos dettes. Il y a eu également à ce niveau une solidarité absolument formidable. Les banques ont tout de suite réagi positivement en nous accompagnant, en faisant des moratoires de l'ordre de 6 mois. Et les obligataires nous ont réinvesti. C'est une contrepartie de la taille.
C'est la fameuse phrase, hein, si je suis endetté de 1 000 euros, c'est mon problème. Si je suis endetté d'1 milliard, c'est le problème du banquier. Donc ça aussi, c'est quelque part une contrepartie de la taille. Peut-être. Non, mais de votre stratégie patiente, évidemment. Non, mais je pense mais aussi c'est que aussi une contrepartie. je pense que c'est aussi le fruit d'une relation de confiance qui s'est construite pendant 25 ans avec toutes nos contreparties. Il nous reste 2 minutes. Votre conviction, on n'aura malheureusement pas le temps de parler des bureaux, puisque c'est... votre conviction, c'est que, à nouveau, quand tout ça... Parce que c'est quand même une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on aura à nouveau envie de se rassembler par milliers dans des centres pour aller faire des courses et pour aller faire du shopping et du lèche-vitrine et des choses comme ça? Écoutez, je voudrais vous répondre. Depuis un an, on vit tous un enfer puisqu'on passe notre temps sur les Teams, les Zooms, les conf-calls, etc. On n'en peut plus. On n'a qu'une envie, c'est de faire des rendez-vous physiques, de faire du présentiel, etc. Le deuxième point que je voudrais vous dire, c'est que quand on a réouvert, mais vous ne pouvez pas vous imaginer la joie des consommateurs de retrouver leur lieu de consommation. On a inauguré Style en pleine période de confinement le 16 septembre. Ça a été une émeute. On a refusé du monde, les parkings saturés, les commerçants saturés, etc., etc. Donc, ce qui prouve que le commerce physique a encore énormément à apporter, à la condition qu'il soit capable de se réformer et si vous voulez, d'évoluer vers les attentes des consommateurs. Et moi, on est dans une industrie formidable parce que les commerçants sont formidables et qu'ils ont compris et qu'ils sont tous en train de se réinventer du fait de cette crise et ils y mettent les moyens, l'énergie, l'enthousiasme qui est nécessaire. Et vous confirmez ce qui est un point que, alors moi je martèle régulièrement parce que chacun doit en être conscient, quand ça va repartir à fond. Mais à fond. Mais ça veut dire que ceux qui ne seront pas prêts vont perdre des parts de marché, vont perdre des clients, vont rester sur place. Absolument. Il faut se préparer à la reprise et la reprise va être très forte. En tout cas, c'est le vœu que j'exprime en tant qu'entrepreneur pour mon entreprise et surtout pour l'ensemble de mes clients qui nous font confiance. Maurice Bancet, donc le président fondateur d'Apsys, c'était notre premier invité sur Bismart.